understand. Chicken Hawk, Men Who Love Boys, stands as a powerful indicator of the damage done to America in its post-Kinsey era. We remind the audience that the group NAMBLA, who are the focus of this film, claim to take their inspiration directly from Alfred Kinsey. And while many in the gay community would deny that homosexuality is linked to pedophilia, it is worth noting that the very founder of the gay rights revolution, Harry Hay, consistently advocated the inclusion of NAMBLA in gay pride parades. In fact, here is a photo of Hay marching in a parade with the words, "NAMBLA walks with me," written on his back. Needless to say, Hay had been persuaded by his chief influence, Alfred Kinsey. Et Harry Hay a toujours demandé aux militants de NAMBLA de défiler avec lui pendant les Gay Pride. C'est-à-dire que d'emblée, quand les homosexuels ont commencé à sortir publiquement pour revendiquer leur libération, ils ont accepté avec eux les pédophiles, c'est-à-dire les homosexuels amoureux de jeunes enfants et pas d'adultes consentants. Voilà. D'autre part, l'influence qu'a eu Kinsey, ça a été également en direction de la connaissance qu'on pouvait avoir des enfants. Et Kinsey disait, les jeunes enfants ont besoin, je le cite là, c'est une citation, les jeunes enfants ont besoin de cours d'éducation sexuelle explicites le plus tôt possible, puisqu'ils sont sexuels dès leur naissance. Le plus tôt possible. C'est ce qu'on est en train de nous vendre pour l'éducation sexuelle à partir des petites classes. Il y a des programmes promus par les Nations Unies pour faire de l'éducation sexuelle la plus explicite possible dès les petites classes. Kinsey nous l'a vendu dans les années 50. Et il disait également, les enfants peuvent tirer des bénéfices de relations sexuelles avec des adultes, y compris leurs parents. C'est-à-dire que Kinsey a fait la promotion de l'inceste, ce qui dans nos cultures est considéré quand même comme le crime des crimes. Donc si Kinsey a dit la vérité, et apparemment tout le monde était d'accord pour dire que c'était la vérité, il était normal de vouloir adapter effectivement la morale publique à sa pratique. Sauf que des gens courageux, intelligents et moralement tout à fait recommandables sont allés regarder ça de plus près. Et ils ont vu quoi? Que 55% des hommes interrogés par Kinsey sur leurs pratiques sexuelles étaient des délinquants, des prisonniers, des psychopathes, des grands criminels, et y compris des grands criminels sexuels. Il a mélangé pour moitié des hommes normaux de l'américain moyen avec des délinquants, des psychopathes, y compris des délinquants sexuels. Et il nous a sorti des statistiques là-dessus. Again, a later study done as early as 1960 by Phyllis and Eberhard Kronhausen would find that the levels of sexual promiscuity among males were much lower than Kinsey had reported. According to his fellow researchers, the reason for this dramatic difference is because Kinsey manipulated the data, including men from America's prisons, as part of the regular male population. He wrote that he found 1,300 to 1,400 sex offenders that he used as his normal male population. What? In addition to the convicted sex offenders, Kinsey included regular prisoners who were serving time for other offenses, along with 199 sexual psychopaths, all mixed together as part of the regular male population and presented to the American people as the average American male. In this interview for the documentary titled 1 in 10, listen as Paul Gebhardt, who was one of Kinsey's co-authors and a member of his original team, admits to the high percentage of prisoners and their impact on Kinsey's data. With these poorer, lower educational level samples, and when I say poorer, they had, for example, 55% were prison. 55% were prison. And I think that has a definite effect. We didn't have enough non-prison people to do much of a comparison, but he didn't do a comparison.
simply took the prison people he got and used them at that, less than college-educated sample. Il est allé, pour parler des pratiques homosexuelles des hommes américains, faire des enquêtes dans des bars gays et dans des bains pour homosexuels. Il a mélangé ces résultats-là avec les résultats de l'américain moyen. Et il nous a sorti une statistique sur les pratiques homosexuelles de l'américain moyen. C'est extraordinaire. Les femmes, comment a-t-il trouvé autant de femmes qui avortent et qui ont des rapports sexuels multiples hors mariage? Il est allé interroger des prostituées. Et il a mélangé les résultats obtenus chez les prostituées avec les résultats obtenus avec des ménagères dont personne ne peut nous dire à quel titre des ménagères américaines auraient fait des confidences à un type qu'elles ne connaissaient pas sur leurs pratiques intimes. C'est-à-dire qu'en fait, au bout du compte, le rapport Kinsey est totalement fallacieux et mensonger. On a changé la législation américaine et lancé une révolution sexuelle sur des résultats faussés, truqués et malveillants. Mais il y a plus grave encore. Il y a plus grave encore. Alors, à propos de l'homosexualité des hommes, des enquêtes ont été faites à la suite des rapports Kinsey avec d'autres données et des gens qui ne sont pas allés voir les bars gays et les bains. Les chiffres de Kinsey ont été multipliés par 10. C'est-à-dire que la vraie statistique de l'homosexualité, d'après ces chercheurs, c'est pas un homme sur 10, c'est 1 sur 100, ce qui n'est pas la même chose. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Maintenant, comment est-il allé faire pour découvrir que les enfants étaient sexuels dès la naissance? Là, on doit la découverte de ce qui s'est passé à une américaine de choc. Elle s'appelle Madame Judith Reisman, que je salue. And you know what Gebhardt said to me? You know what Dr. Gebhardt said? He wrote me a letter, which I wish you had up there too, in which he said that oral and manual techniques were used on the children. Now, Phil, I'm going to say that once more. If I'm wrong, let them sue me. He said oral and manual techniques were used on those children. Et qui, comme juriste, est allé étudier de très près les résultats donnés par Kinsey en matière de découverte que les enfants avaient des orgasmes dès la naissance et pendant toute leur vie, pendant toute leur enfance. Kinsey a fait des tableaux dans lesquels il relate tel enfant de tel âge, ça va de 4 mois à 10-11 ans, a réussi à avoir en l'espace de 24 heures tant d'orgasmes. Comment un type comme Kinsey peut-il nous parler d'orgasme d'enfant? Et Kinsey explique que les orgasmes d'enfants, c'est beaucoup plus difficile à reconnaître que les orgasmes des adultes, parce qu'en l'occurrence, pour les petits garçons, il n'y a pas d'éjaculation. Savez-vous ce que racontait Kinsey pour montrer ce qu'étaient les orgasmes des enfants? Tenez-nous bien. Nous devons ce travail remarquable à Madame Judith Reisman. Il appelle orgasme les cris, les convulsions et les mouvements désespérés d'enfants qui se débattaient pour échapper à leurs agresseurs. Kinsey appelle orgasme les hurlements de douleur et de terreur d'enfants violés. Kinsey nous a fait un rapport sur la sexualité enfantine fait sur des enfants violés par des pédophiles dont il était lui-même. C'est ça qui a constitué le changement de morale en direction de l'éducation à donner aux enfants. Et nous y sommes à l'heure actuelle. Les enfants sont, paraît-il, sexuels dès leur plus jeune âge. On le sait par Kinsey, qui était un pédocriminel. The findings are so extreme that one child, a 4-year-old, is said to have had 26 orgasms within a 24-hour period. For Dr. Reisman, the obvious question was, where did Kinsey get such information? And I looked at those charts and graphs. I can't tell you how long it took me to try to process what I was seeing. So this is the torture of children. At the base of Table 31, Kinsey tells us that the data is based on actual observation
of 317 males. Then on page 177 of the male volume, Kinsey writes, orgasm is in our records for a female babe of 4 months. But how would anyone recognize such a response in a young child? Kinsey wrote that among pre-adolescent boys and among younger females, orgasm is not so readily recognized, partly because of the lack of ejaculate. And so I said, what did this man, this Kinsey call an orgasm? Right? It's an obvious question, isn't it? I mean, first of all, this was not possible, but second of all, what did he call? Well, I saw he documented it on page 160 and 161 in Kinsey's book, Sexual Behavior in the Human Male. He described specifically what he called an orgasm amongst these children. Kinsey defined orgasm for pre-adolescent children with the following description: a gradual and sometimes prolonged build-up to orgasm, which involves still more violent convulsions of the whole body, heavy breathing, groaning, sobbing, or more violent cries, sometimes with an abundance of tears, especially among younger children. And he said there were six categories. He called them 6 categories of orgasm, and he had category 1, 2, 3, 4, 5, and 6. And included in these categories of what he called an orgasm were screaming, writhing in pain, hysterics, especially among younger children. He put that in parentheses, especially among younger children, parentheses. He said that the children had convulsions. Those were his words. He said they fainted. He said they struck the partner. He called it the partner. This is the man who's raping the child. Okay. They struck the partner and tried to get away. And he said that those were all examples for him, of orgasm. Savez-vous comment est mort Kinsey? Il paraît qu'il est mort d'une crise cardiaque. En réalité, il s'infligeait à lui-même des sévices abominables et on a retrouvé à sa mort qu'il s'était arraché les testicules.